Enchanté, du coup, moi c'est Snap. On va commencer du coup une petite présentation sur au niveau de l'interaction en fait entre les drogues et le cerveau. J'ai essayé de faire un truc relativement simple pour que ça puisse relativement parler à tout le monde et faire de mon mieux. Malgré tout, comme je disais avant, il se peut qu'il y ait des gens qui aient zéro base. J'ai essayé de prendre ça en compte, mais j'ai peut-être creusé un peu plus sur certains concepts. Donc si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à interagir. Et puis si vous avez des trucs un peu plus techniques aussi que vous voulez poser parce que vous avez un niveau un peu plus avancé, il n'y a pas de problème aussi. Je ferai du mieux que je peux pour répondre, quoi. Voilà. Et je pense que on va pouvoir start du coup. Donc, top, top. En gros, il faut savoir que dans le cerveau, globalement, la façon de communiquer en fait entre les neurones pour créer des signaux, des idées, des pensées, en fait, pour créer déjà d'un point de vue des drogues, ce qui nous intéresse réellement, c'est à la fois notre perception en fait de la réalité qui nous entoure et aussi en particulier la zone de récompense qui va influencer en fait dessus. Et du coup, en fait, c'est tout au niveau du cerveau est vraiment lié par ce qu'on appelle des synapses, qui sont en fait des connexions entre deux neurones. Ces connexions, en fait, elles vont se faire sur deux neurones, donc il faudrait que je trouve un moyen de foutre un pointeur également, parce que je pense que vous voyez pas ma souris. Si vous voyez ma souris, magnifique. On la voit, on la voit. Oui, on le voit, on Trop le bien. voit. Euh, du coup, par rapport à justement, donc en fait, c'est là ce qu'on voit en fait, c'est deux parties de neurones, c'est-à-dire ici un morceau qu'on va appeler en fait la partie présynaptique, donc ça veut dire avant la synapse. Là dedans, vous avez la fente synaptique, donc c'est la partie entre les deux neurones. Et puis la partie inférieure, du coup, c'est le neurone postsynaptique, du coup pour genre après synapse. Jusqu'à là, ça va, relativement logique. Ce qui va se passer en fait, c'est que ces deux neurones ils vont vouloir communiquer et le seul moyen en fait pour communiquer et le plus efficace aussi et le plus modulable pour pouvoir communiquer, c'est de passer par ce système de synapses. Alors de base, on pourrait penser que justement, il suffirait d'un simple signal électrique comme on fait dans des ordinateurs ou dans d'autres composés électroniques pour transférer un signal, ce que c'est déjà faire le cerveau vu qu'il est capable de fabriquer des potentiels électriques. Mais en fait, il y a toujours ce potentiel électrique qui va passer par un signal chimique. Et ce signal chimique, en fait, il va du coup être retransformé en signal électrique. Donc au début, vous avez un signal électrique, ensuite vous avez un signal chimique, et ensuite vous avez de nouveau un signal électrique. La question est du coup pourquoi s'embêter à du coup créer une transformation de ce signal électrique en signal chimique, puis de nouveau en signal électrique, ce qui semble pas super évident de base à faire. En fait, c'est super intéressant parce que, en fait, faut savoir que on est capable de faire des synapses qui sont uniquement électriques. Ça existe, on en a dans le cœur par exemple, et on en a parfois dans d'autres muscles lisses comme l'intestin, etc. Mais ce qui est intéressant avec la synapse chimique, en fait, c'est qu'elle est capable d'être extrêmement modulée, qu'elle est capable de se renforcer. Donc ça, c'est super intéressant d'un point de vue évolutif pour améliorer nos comportements et continuer à faire des comportements qu'on apprécie. Et plus on va faire une tâche de façon répétitive, plus on va être meilleur à faire cette tâche, ce qui n'est pas capable de faire un bête signal électrique. Et puis Euh, aussi, ex- oui, j'ai une question. Est-ce que ouais. du coup les signaux électriques ils peuvent être modifiés par des électrodes ou bien ils sont immodifiables? Alors, ils sont clairement modifiables et c'est pour ça que quand tu prends du jus, quand tu prends un courant électrique, en fait, tu vas créer une libération en fait des neurotransmetteurs. Donc, tu vas dégager un signal chimique et tu vas en fait, ça va activer le système. Et c'est pour ça que quand tu prends du jus, tu as une décharge et en plus, tu as des chances que même tes muscles bougent et que tu fasses un mouvement involontaire parce qu'en fait, tu as une activation de ce système via des électrodes. Donc, ouais, c'est clairement possible de les influencer par l'extérieur. Et il y a même des moyens après actuels de pouvoir en fait modifier enfin d'activer en fait sur mesure des réseaux de neurones, soit avec des électrodes, c'est moyennement précis mais c'est faisable, soit directement avec des lasers aussi qui permettent de générer un champ électrique. Mais, mais du coup voilà, donc en gros, la transmission du signal va se faire en trois étapes, trois grosses étapes qu'on va détailler après, mais on a d'abord une libération présynaptique, donc en fait des neurotransmetteurs, donc arrivée du signal, ensuite on a la libération de ces neurotransmetteurs présynaptiques qui vont être des molécules signal qui vont permettre de transmettre l'information en fait. Ces récepteurs ils vont se retrouver dans la fente synaptique qui est très très petite, une fente synaptique c'est de l'ordre d'environ 0,4 nanomètres, donc c'est vraiment minuscule.
Et puis ensuite, ils vont être récupérés par ces récepteurs en bas. Et ensuite, une fois que ces récepteurs sont en contact avec des neurotransmetteurs, ils sont capables de recréer un potentiel électrique. Donc voilà pour les 3 étapes. Et puis ces neurotransmetteurs, après aussi, il faut savoir qu'ils peuvent être recapturés parce que ça serait en fait dommage de devoir refabriquer des neurotransmetteurs à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer et les remettre en fait à l'intérieur de la synapse, du neurone en fait présynaptique, pour ensuite les récupérer et les réutiliser, parce que ça serait déjà un gros coût énergétique à faire tourner. Déjà actuellement, d'un point de vue de la cellule, c'est très très cher à faire d'un point de vue énergétique à utiliser ce genre de système. C'est pour ça que les neurones sont vraiment incapables de faire les choses toutes seules. Ils ont besoin d'autres cellules qui les aident en fait à survivre, parce qu'ils sont même pas capables d'assouvir leurs besoins métaboliques de base. Donc ils sont obligés d'avoir des sortes de cellules nounous à côté qui vont leur fournir de l'énergie et tout ce qu'il faut, parce qu'ils sont tellement spécialisés qu'ils sont incapables de fournir toute l'énergie pour la transmission de ce signal. Donc il faut juste savoir qu'ils sont récupérés après, histoire de pas gâcher quoi, parce que c'est précieux. Donc justement, on a un système qui permet de minimiser les pertes pour faire de la recapture, qui s'appelle en fait les retransporteurs. Là, en l'occurrence, il est signé en orange ici. Donc ça veut dire qu'il est capable justement de faire rentrer en fait des neurotransmetteurs à l'intérieur du neurone présynaptique, histoire de les récupérer. Et puis justement, c'est un système qui est extrêmement modulable, comme je disais, parce qu'il a beaucoup de composants. Donc on peut vraiment agir à plein de points. On peut, comme le disait justement Joyce, on peut directement modifier le potentiel électrique au début, ce qui n'est pas très pratique à faire, mais c'est faisable. On peut ensuite moduler aussi la migration en fait, de ces neurotransmetteurs jusqu'à la membrane quand ils sont relâchés. Donc on peut modifier leur transport, on peut modifier la façon, une fois qu'ils sont dans la synapse, de comment ils vont être, comment ils vont interagir en fait avec le reste, donc avec notamment les récepteurs. On peut directement les modifier eux via des procédés chimiques. Et puis on peut aussi après modifier directement les récepteurs, et on peut même modifier ensuite ces unités de recapture en fait, donc ces retransporteurs. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont modifiables, et c'est pour ça que c'est super intéressant. Par contre, il faut aussi dire que c'est quelque chose qui est extrêmement fragile, et je pense que vous avez dû voir, notamment si vous avez consommé des drogues, qu'une petite modification dans tout le système peut complètement faire du n'importe quoi. Des fois dans le bon sens du terme, des fois moins. Mais en tout cas, ce système justement a beaucoup de points faibles, ou en tout cas beaucoup d'angles d'attaque pour pouvoir être modifié. Ce qui est du coup une faiblesse et à la fin une force. Pour la suite, du coup, on va s'intéresser un tout petit peu plus aux récepteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les récepteurs qui existent, mais du coup, les récepteurs sont justement ces parties-là qui permettent de transformer en fait un signal chimique en signal électrique. Et du coup, c'est des trucs qui vont vraiment beaucoup nous intéresser, parce que c'est là où va se faire en fait, en l'occurrence, beaucoup d'interactions au niveau des drogues. Il n'y a pas que sur les récepteurs, on va avoir plein de mécanismes d'action différents après, mais la majorité des drogues fonctionnent directement sur des récepteurs. Et du coup, d'un point de vue standard, on va différencier 2 types de récepteurs avec des noms un peu barbares, mais en l'occurrence, c'est pas si important. L'important, c'est surtout de comprendre le concept. En premier lieu, du coup, on a les récepteurs qui sont ionotropiques. Et donc c'est le cas 1 ici. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que le neurotransmetteur, ici représenté en noir là, je dirais un peu, voilà, qui va se fixer du coup sur ce récepteur. Et en fait il y a une modification directement de la forme du récepteur qui va faire en sorte que ça va ouvrir une sorte de porte qui va permettre au courant de passer. Je vais simplifier ici courant, juste pour que vous sachiez, c'est pas des courants, genre c'est pas du pur courant électrique, c'est pas des électrons, c'est en fait des ions qui sont chargés, qui vont être capables de passer la membrane ou pas. Mais je vais simplifier en disant que c'est courant après, ça revient à peu près à la même chose. C'est juste que voilà, faut pas vous dire que c'est réellement électrique comme on l'entend avec des appareils électroménagers du quotidien. C'est en fait des ions qui sont chargés. Donc des toutes petites molécules chargées qui sont capables de passer ou pas. Donc ça c'est le système simple en fait, c'est le système ionotropique, et du coup c'est pour ça qu'on dit ionotropique, parce que c'est des ions qui sont capables de passer directement. Ça c'est des récepteurs qui sont globalement pas mal utilisés, parce qu'ils sont ultra simples et ils fonctionnent bien.
Du coup, c'est plutôt pas mal. Leur seul désavantage, c'est qu'ils sont pas ultra modulables. Donc, en fait, ils peuvent remplir des fonctions simples. Par exemple, activer un muscle. Ça ira très bien. Donc, on va utiliser ce genre de récepteur. Par contre, pour des fonctions un peu plus complexes, quand on veut créer des réseaux de neurones ou des choses un petit peu plus techniques qui ont besoin d'avoir plus de paramètres, et bah, du coup, on va plutôt aller sur l'autre type de récepteurs qui sont beaucoup plus modulables et qui permettent d'avoir une quantité de mécanismes d'action super intéressants. Et du coup, qui sont pas mal. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de récepteurs ionotropiques, donc de type simple, dans le cerveau. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de type compliqué dans le système nerveux périphérique, donc à l'extérieur du cerveau. Mais en tout cas, ce genre de système plus complexe est capable justement de créer des réseaux de neurones plus complexes, avec plus de paramètres, et c'est pour ça que souvent il est utilisé. Il n'y en a pas un qui est réellement meilleur que l'autre, c'est juste qu'ils ont juste des mécanismes différents, et chacun des avantages et des inconvénients. Et du coup, pour le deuxième, qui sont les métabotropiques, ce qui va se passer, c'est qu'on a une fixation d'un neurotransmetteur, donc ici en noir. Ce neurotransmetteur, ensuite, il va se fixer dessus, et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a un second messager qui est interne, en fait, qui va être dans le neurone, donc le neurone postsynaptique, qui va en fait se déplacer et puis activer en fait à côté une sorte de récepteur ionotropique comme le premier, donc qui va pouvoir s'activer, ouvrir sa porte et puis faire passer le courant. Donc en fait, il faut juste se rendre compte que c'est un mécanisme en deux temps. Le premier temps, c'est du coup fixation et puis on a la libération du second messager. Et puis dans un deuxième temps, du coup, il y a une ouverture. A priori, comme ça n'a pas l'air super utile. Ça a plus l'air d'être de se compliquer la vie qu'autre chose. Mais en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que ces seconds messagers, ils vont être capables justement d'apporter des informations à plein d'autres éléments dans le neurone. Alors que là, on est très limité. On va simplement créer un flux, alors que là, on crée un flux, mais en plus, on crée ces seconds messagers, on les libère, ils sont capables d'avoir plein d'actions différentes dans les neurones. Et du coup, voilà, ils sont un peu plus modulables et ils peuvent affecter aussi beaucoup plus de mécanismes dans les neurones. Du coup, voilà un peu pour les deux. Donc, on s'attaque gentiment aux drogues, parce que bon, le cerveau c'est bien, mais quand on met un peu n'importe quoi dedans, c'est mieux. Si ça arrête d'avancer, merci. Du coup, en fait, les drogues, déjà, il faut savoir que c'est pas des neurotransmetteurs. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de penser que les drogues sont des neurotransmetteurs, alors qu'en fait, ce n'est pas des neurotransmetteurs. Parce que, par définition, en fait, un neurotransmetteur est contenu justement dans ces petites poches là qu'on voit qui s'appellent des vésicules. Donc un neurotransmetteur doit être contenu dans des vésicules synaptiques, il doit posséder des récepteurs et il doit passer dans la fente synaptique. Et la différence principale, c'est qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas vraiment de drogues qui sont dans les vésicules synaptiques. Elles arrivent toujours par des autres moyens, généralement par diffusion dans le milieu, et puis elles finissent par se retrouver dans la fente synaptique. Mais normalement, ouais. Mettons par exemple qu'on a, je sais pas, tryptamine, c'est comme la sérotonine, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Est-ce qu'un tryptamine peut être recapturé par le truc orange là, je sais plus le Ouais, nom. ouais. Ça peut. On va voir ça après, mais ça peut clairement, et ça fait des mécanismes. Ça fait partie des mécanismes les plus complexes qui existent d'un point de vue des drogues, mais on va y venir en vrai, gentiment. Et ouais, du coup, tu vas beaucoup mieux comprendre tout ça, mais clairement, la MDMA par exemple agit comme ça, les amphétamines globalement agissent comme ça, et il y a encore 2-3 autres produits qui sont capables de le faire. Du coup, voilà. Donc en fait, ouais, donc j'ai juste spécifié justement que les drogues ne sont pas des neurotransmetteurs parce qu'elles ne sont pas dans ces vésicules synaptiques. Effectivement, dans le cas dont tu as parlé, elles sont capables de venir en fait rentrer dans le neurone, mais elles ne rentreront pas dans les vésicules synaptiques normalement. C'est possible dans des cas ultra précis, mais on va quand même normalement pas les considérer comme des neurotransmetteurs parce qu'il y a encore une condition qui est, j'en ai pas parlé maintenant, mais je vais en parler en fait là, qui est que les neurotransmetteurs, pour être neurotransmetteurs, doivent être relâchés dans le cadre d'une induction et d'ouverture du canal calcique. Alors l'induction, c'est quoi? L'induction, on a déjà vu, en fait, c'est le courant électrique qui va arriver. Et le canal calcique, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai vite fait simplifier avant, il y a 2-3 mécanismes en plus, donc je reviens rapidement dessus. En fait, ce courant, il va pas directement déclencher la migration de ces vésicules qui sont remplis de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Il n'est pas capable de faire ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce courant-là, il est capable d'ouvrir des nouveaux types de canaux. Alors, ouais, je les ai laissés en orange en l'occurrence, mais voilà. Des nouveaux types de canaux qui vont faire entrer du calcium
Et du coup, en fait, ce calcium, en l'occurrence, va rentrer du coup dans ce neurone présynaptique. Et en fait, ce calcium, lui, est capable d'enclencher en fait la migration de ces vésicules. Et du coup, voilà, donc il y a un temps en plus, quoi, c'est pas direct. Le courant, du coup, arrive, ouvre ce canal, le calcium peut rentrer, et une fois que le calcium est rentré, du coup, il peut déclencher, du coup, la migration de ces vésicules dans la fente synaptique. Donc voilà. Une fois que c'est déclenché, etc., on a tout vu, etc., le système de récepteurs, le système de recapture, et en fait, j'en ai pas parlé pour simplifier un peu, mais dans la pratique, il y a deux possibilités une fois que... Et bonsoir. Il y a deux possibilités du coup possibles si jamais il y a un neurotransmetteur qui re-rentre. La première possibilité, ça va être de le recycler directement. Ah ouais. Et de le recycler directement et de le mettre dans les vésicules synaptiques. Et parfois, si le neurotransmetteur, par exemple, il est endommagé, ou bien qu'il y a déjà trop de neurotransmetteurs parce qu'ils sont produits quand même régulièrement, parce qu'il y a une partie qui se perd. Donc si on a trop, en fait, il va aller ici, dans la partie 6, qui est en fait une mitochondrie. Donc c'est un petit espace contenu dans le neurone présynaptique et qui en fait contient une enzyme capable de détruire ces neurotransmetteurs si jamais ils sont en excès ou dans d'autres cas aussi. En cas d'intoxication, typiquement, ils vont être capables de le modifier. Donc au niveau des mécanismes d'action des drogues, les plus connus que je vais lister là et qu'on va voir ensemble, ça va être de 1, les canaux calciques en fait. On peut directement par exemple les bloquer ou même les activer dans certains cas. Et dans ce cas-là, je vous laisse imaginer que si on bloque effectivement cette entrée-là, on n'a pas de possibilité de relâcher des neurotransmetteurs, ce qui peut être intéressant en soi. C'est pas ultra utilisé comme mécanisme, mais ça arrive. Le deuxième type, c'est au niveau des retransporteurs. Donc les retransporteurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec on va réussir à notamment les bloquer. En théorie, on peut les activer, mais pour l'instant, on l'a pas encore fait de façon utile, quoi. Donc on reste plutôt sur des inhibiteurs. Mais oui, merci. On reste du coup normalement sur des inhibiteurs de ces retransporteurs, donc qui empêchent en fait les molécules d'être remises à l'intérieur du neurone. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une accumulation de ces neurotransmetteurs dans la fente synaptique et puis du coup sur les récepteurs. Donc ça peut être vachement intéressant d'augmenter du coup le signal. Et puis une autre possibilité encore, ça va être de jouer sur les vésicules synaptiques elles-mêmes, comme tu disais du coup, pour favoriser en fait, enfin il y a plein de mécanismes différents, mais le plus connu en fait ça va être de faire sortir ces neurotransmetteurs de la vésicule pour les libérer en fait un peu de leur empreinte. Et du coup ça va permettre de récupérer des neurotransmetteurs qui sont coincés dans ces vésicules. On peut agir le plus simplement directement sur les récepteurs, ça reste la cible de choix pour énormément de produits. Et puis, la dernière possibilité, que j'ai marqué 5 alors que c'est 6, mais voilà, vous faites le lien, c'est au niveau des enzymes du coup, du métabolisme dont j'ai parlé avant, du coup, qui sont capables normalement de dégrader ces neurotransmetteurs, et on est capable de les inhiber. Et voilà, une classe connue qui s'appelle les IMAO, si vous avez déjà entendu parler, est capable de faire ça. Donc on a vraiment, comme je disais avant, pas mal d'angles d'attaque possibles. Du coup, on va voir un petit peu les différentes possibilités en termes d'utilisation de produits pour modifier ces fonctions des neurones en fait. Donc le truc avec lequel j'ai commencé, je bois une gorgée d'eau avant. Donc je vais commencer avec les agonistes et puis les antagonistes postsynaptiques du coup. Pourquoi postsynaptique? Parce que du coup on va se situer sur le neurone du bas, pas sur le neurone du haut. Faut savoir juste qu'après le terme justement d'antagoniste et d'agoniste, si vous êtes déjà un petit peu familier, il peut s'appliquer à d'autres choses que juste les récepteurs postsynaptiques. C'est pour ça que je précise postsynaptique, parce qu'en fait on peut agoniser plein de choses et on peut antagoniser plein de choses. Donc voilà, il faut juste savoir que c'est pas uniquement spécifique à des récepteurs postsynaptiques, simplement là je le précise. Donc il y a plein de catégories en vrai d'agonistes et d'antagonistes. J'ai essayé de simplifier pour qu'on reste juste à 4. Ça me semblait relativement bien, puis ça couvrait pas mal aussi la plupart des produits. Donc au niveau en soi des agonistes, c'est les plus simples à comprendre. En fait, les agonistes, ils vont simplement faire une imitation des neurotransmetteurs.
Donc ces agonistes, en fait, ils vont faire comme si c'était des neurotransmetteurs et se fixer sur les récepteurs. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer un signal. C'est exactement la même chose, donc c'est en quelque sorte des intrus, mais le récepteur n'est pas capable de les distinguer de neurotransmetteurs normaux. Donc il va agir comme si c'était des neurotransmetteurs, voilà, et du coup faire son signal. Ce qui est intéressant du coup déjà en soi pour créer du signal si on a envie, mais surtout ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est capable en fait de modifier la structure de ces agonistes pour en faire comme des neurotransmetteurs, mais du coup qui à la fois sont déjà plus résistants par exemple, donc ils vont durer plus longtemps. C'est comme ça qu'on peut avoir des effets de drogue qui sont ultra longs. Contrairement à des neurotransmetteurs normaux. La demi-vie moyenne d'un neurotransmetteur, c'est 2 millisecondes normalement, ça dépend du système, mais c'est extrêmement court. Et vous vous rendez bien compte que, je sais pas, par exemple avec le LSD, on peut avoir des effets agonistes qui durent 10-12 heures, voire plus encore. Du coup, on est vraiment capable de faciliter en fait l'ancrage de ces agonistes dans ces neurotransmetteurs, dans ces récepteurs, pardon. Et puis, il y a un autre paramètre qu'on peut aussi jouer. Bon, on part un petit peu sur de la biochimie, donc je ne vais pas non plus trop détailler, mais en fait, on est aussi capable de modifier la structure, en fait, quand il y a une liaison entre le neurotransmetteur et le récepteur, pour créer un signal. On a la possibilité justement d'avoir une liaison plus ou moins forte, et il y a différents types de liaisons aussi qu'on peut créer, et puis du coup, selon ces différentes liaisons, on est capable d'avoir un signal plus ou moins puissant en sortant. Donc du coup, c'est vraiment un truc qui peut être pas mal intéressant à moduler. Typiquement, si on veut une réponse très très forte, ou bien, voilà, je reprends l'exemple du LSD, mais un produit qui est à peine à 100 microgrammes est capable justement de produire des effets aussi puissants, c'est parce qu'il est capable justement de créer énormément de signal avec juste une petite molécule, quoi, comparé à un neurotransmetteur normal. Parce que même dans le cerveau, vous pouvez vous balancer 100 microgrammes de sérotonine pure et il ne devrait pas y avoir de problème. Enfin, ça va vous rendre heureux vite fait. Et puis deux, trois autres trucs. Mais en l'occurrence, c'est clairement pas aussi puissant que du LSD à dose égale. Donc voilà un peu pour les agonistes. Donc on a vite fait parler justement des deux choses qui sont du coup à la fois l'affinité, donc qui peut permettre justement d'avoir une durée plus ou moins longue, et l'efficacité du coup qui va caractériser la puissance des composés. Si jamais vous voyez ça dans la littérature quelque part, pour l'affinité, on va parler de KI, pour la constante d'inhibition. Et puis pour l'efficacité, on va parler de C50. Si jamais vous croisez ça quelque part, comme ça, vous saurez un petit peu à quoi ça se réfère. Et pour les deux d'ailleurs, si jamais, plus le chiffre est bas et plus les composés sont puissants. C'est un peu contre-intuitif, mais ça fonctionne comme ça. Du coup, on en arrive aux antagonistes. Alors, ils fonctionnent quasiment pareil que les agonistes, donc ils vont aussi se fixer sur le récepteur normal, sauf qu'ils vont bloquer le signal. Et on peut avoir des antagonistes plus ou moins puissants. Il y a des... Oui. Les antagonistes, c'est ce qu'on utilise contre les overdoses, non? Ouais, alors en l'occurrence, ouais, on utilise soit des antagonistes, soit des agonistes inverses. Mais je vais venir. On va parler un petit peu de la naloxone pour les overdoses d'opioïdes et de PSC. Donc du coup, ouais, par rapport aux antagonistes, justement, ça va permettre de bloquer en fait le signal. Et puis là, pareil que les agonistes, on est capable justement de plus ou moins créer en fait cette inhibition forte, ou bien faire quelque chose de léger, quelque chose de plus ou moins long, plus ou moins court. Du coup, l'antagoniste va bloquer le signal, mais ça veut pas dire que, par exemple, il se peut très bien que vous avez des antagonistes qui vont réellement créer un effet perceptible, en fait. C'est juste qu'ils vont bloquer certaines fonctions et certains circuits neuronaux, mais c'est pas pour autant que voilà, vous allez être plus sobre que sobre, quoi. Ça a un peu rien à voir. Et des antagonistes sont clairement capables de créer des effets assez puissants en soi. Donc voilà un petit peu, et puis du coup, le mode d'action est relativement simple. Donc ils jouent, en fait, ils ont à peu près la même tête que des neurotransmetteurs standards, sauf qu'en fait, ils vont aller dans le récepteur, et ils vont le bloquer, et ils vont rester là. Et ils vont pas déclencher de stimuli, en fait. Donc en fait, c'est un petit peu une sorte de barrage, quoi, qui empêche les neurotransmetteurs de se fixer sur le récepteur, et qui produit peu de signal. Un autre type du coup d'interaction qu'on peut avoir, c'est des agonistes qui sont allostériques. Ça, c'est un exemple typique justement avec les benzodiazépines, donc le Xanax, tout ça, qui sont capables en fait de se fixer sur le récepteur, mais à côté du site de liaison principale. Et en faisant ça, en fait, ils vont modifier la structure du récepteur et faire en sorte que quand un neurotransmetteur va se fixer dessus, il va y avoir beaucoup plus de signal qui va être envoyé.
En théorie, on peut faire des antagonistes allostériques aussi, mais dans la pratique, il n'y en a pas vraiment de connus, en tout cas pour des voilà, de suffisamment connus. Et du coup, cette augmentation du signal peut être clairement utilisée pour produire des effets en fait chez les gens. Donc voilà, et puis après il y a plusieurs types justement d'agonistes allostériques, etc. Assez cool. Voilà. Et au niveau du coup des agonistes inverses, là c'est un peu un délire et c'est vraiment des produits qui sont relativement rares, mais il y en a comme le naloxone qui sont en fait capables d'inverser le potentiel. Donc en fait, à la place d'avoir un effet standard en se fixant sur le neurotransmetteur ou bien de le bloquer, en fait, elles sont même capables de renverser l'effet de ce récepteur et du coup de faire comme une sorte de neurotransmetteur négatif, entre guillemets. Et du coup, il est capable de complètement inverser la fonction de ce récepteur. Donc voilà, en fait, sur le concept. Après, sur les détails, on peut partir loin, mais sur le gros du concept, c'est ça. Du coup, au niveau des agonistes assez connus, bah, on a la plupart des psychédéliques. Donc, comme je l'ai laissé ici, le LSD, la psilocine, le 2CB, la mescaline. La plupart des psychédéliques à sérotonine sont des agonistes, assez standards. Des fois, il y en a qui sont mixtes, donc qui ont des autres effets en plus. Mais la majorité, ça va être ça, qui vont jouer sur les 5-HTR. Alors à chaque fois qu'il y a un R ici, dans les abréviations, c'est juste pour récepteur, pas que ça, voilà, ça vous effraie non plus. 5-HT et 5-hydroxytryptophane, donc la sérotonine en l'occurrence. Et du coup, ouais, toutes ces drogues sont, sont principalement des agonistes au niveau du système à sérotonine, sur les récepteurs à sérotonine. Pour les cannabinoïdes, du coup, donc THC, le CBD, et puis ce qui est des cannabinoïdes de synthèse aussi, ils vont se fixer sur les récepteurs CB. Pour cannabinoïdes, du coup, il y en a 2 différents. Si jamais les récepteurs à sérotonine, il y en a énormément. Il y en a plus d'une trentaine actuellement qui sont catégorisés. En fait, chacun a des fonctions physiologiques ultra différentes. Certaines se croisent. Mais voilà, si jamais sérotonine, enfin il n'y a pas tous les récepteurs à sérotonine qui se valent en fait. C'est pour ça qu'on peut avoir des effets ultra variés avec des substances qui en théorie jouent sur le même système. C'est qu'en fait il faut une grande précision pour vraiment savoir sur quel type de récepteur ça va jouer. Les autres agonistes, donc les salvinorines, du coup dans la Salvia divinorum, qui a un mécanisme d'action particulier sur les opioïdes kappa, donc des récepteurs opioïdes assez étranges. Les opioïdes standards, donc morphine, héroïne, oxycodone, tout ça, qui jouent sur les récepteurs opioïdes mu. Les amphétamines, du coup, qui ont, bah là c'est exactement ce dont je parlais avant, qui ont des effets mixtes en fait, qui vont être des agonistes, mais aussi qui vont avoir d'autres effets, on va le voir plus tard. Donc oui, il y a l'amphétamine, il y a la MDMA et il y a la méthamphétamine, qui vont jouer principalement sur les récepteurs à dopamine, mais aussi sur les récepteurs à noradrénaline, que j'ai pas marqué ici, mais oui, clairement il peut y avoir des effets aussi dessus. Pour ce qui est des antagonistes du coup qui bloquent les actions, bah là il y en a déjà un peu moins. Au niveau des dissociatifs les plus connus, donc kétamine, la MXE, la PCP aussi, qui vont jouer sur le récepteur NMDA, qui sont le glutamate. Et en fait le glutamate est vraiment faut juste savoir que le glutamate est vraiment un système ultra important dans le cerveau, qui représente je crois plus de 70% des réseaux neuronaux en fait, et qui est ultra important au niveau de l'apprentissage, et qui a tout un système en fait super cool qui mériterait presque un truc à part, mais dans les grandes lignes qui est capable en fait de créer des renforcements positifs. Donc en gros ce que j'expliquais avant justement, de créer en fait des actions qu'on va réussir à faire de mieux en mieux, des connaissances qu'à force de répéter on va réussir à les apprendre, bref, et vraiment qui a un énorme rôle dans la plasticité du cerveau. Et du coup, ça a un effet assez global sur énormément de choses, et c'est pour ça que les dissociatifs ont une tendance un peu à couper justement de la réalité des pensées, etc. Parce que ça paralyse, entre guillemets, jusqu'à un certain point, une énorme partie en fait du système nerveux central. Au niveau des antagonistes, on a les neuroleptiques, donc le péritol, trazodone, il y en a plein d'autres, qui vont principalement jouer sur les récepteurs à dopamine et puis sur les récepteurs à sérotonine. Il peut y avoir d'autres effets aussi, mais le problème des neuroleptiques, c'est que c'est vraiment pas une classe très spécifique. Et du coup, ouais, ça c'est un petit peu problématique parce que il y a vraiment plein de mécanismes d'action différents au niveau des neuroleptiques. Il faut vraiment se renseigner sur chacun d'eux. Ensuite, on a les agonistes allostériques, donc comme ici, là, donc les benzodiazépines, justement, l'alcool aussi qui est capable de le faire, et c'est même son principal mode d'action. Mais il faut savoir quand même que l'alcool a déjà plus de 17 mécanismes différents sur des récepteurs différents
qu'on a réussi à quantifier actuellement. Donc il a vraiment un profil ultra mixte et sur une quantité de récepteurs pas possible, des trucs même pas imaginables en gros. L'alcool, pour un exemple comme ça, justement, en gros, l'éthanol est capable de se fixer sur des récepteurs qui normalement servent à percevoir la sensation de chaleur, qui typiquement peut être modifiée par des piments. Et du coup, il y a une interaction croisée entre le fait, par exemple, de consommer des piments et de boire de l'alcool. Alors, ça fait rien de grave, hein, en l'occurrence, mais c'est juste que normalement, une zone qui est traitée à l'alcool, du coup, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on vous traite à l'alcool, ça vous fait une sensation sur la peau. Genre de fraîcheur un peu. Et en fait, c'est ce récepteur-là notamment qui est impliqué, en plus de l'évaporation rapide de l'alcool aussi, qui est impliqué là-dedans. Et du coup, ouais, c'est juste un exemple, mais vraiment, il y a une quantité pas possible qui touche. Et c'est pour ça que c'est une galère niveau interaction et que généralement, l'alcool ne se mélange avec rien, si ce n'est de l'eau. mais, mais au niveau des drogues, justement, c'est très problématique parce qu'il a ce profil ultra mixte qui fait que déjà sur des interactions, quand il y a 2 ou 3 mécanismes d'action différents qui se mélangent, ça devient assez compliqué, mais alors sur un truc comme ça, qui en a au moins 17, il y a de quoi s'arracher les cheveux beaucoup, même énormément. Mais voilà, son principal mécanisme d'action, du coup, ça va être un agoniste allostérique sur le récepteur GABA, qui est un système du coup complémentaire au glutamate, et qui fonctionne assez bien. Le glutamate est un système excitateur, donc qui va permettre justement de stimuler entre guillemets le cerveau jusqu'à un certain point. Et le système GABA est un système calmant. Et du coup, bah, là justement, il va se fixer sur ces récepteurs GABA et puis augmenter le signal du coup, mettre 2 récepteurs qui sont calmants. Et du coup, ça va calmer le cerveau et ça va créer. C'est pour ça que c'est une forme de somnifère entre guillemets normalement. En tout cas, c'est considéré comme un dépresseur. Et au niveau des agonistes inverses, bah, le seul, il y en a d'autres en vrai. Il y a la naltrexone aussi, il y en a d'autres, mais le plus connu, ça reste la naloxone, qui est justement capable en fait de, quand il y a un signal justement créé par des agonistes, donc justement par des opioïdes, par exemple la morphine ou l'héroïne, ouais, on peut prendre un cas d'overdose d'héroïne, tout ce qui est le plus classique, on va avoir en fait un effet agoniste, et si on est en overdose, en fait tous les récepteurs ou une grande majorité des récepteurs vont être justement liés à un agoniste qui va envoyer un signal, et l'héroïne a un effet largement plus important que les drogues, que les neurotransmetteurs classiques, pardon, qui sont justement la dynorphine et puis d'autres types d'opioïdes naturels, endogènes, quoi, qu'on produit naturellement dans le cerveau, et du coup ça crée un effet déjà extrêmement fort. Et en fait, on avait des anciennes générations justement d'antidotes qui sont capables de juste bloquer le signal, mais le problème c'est que typiquement bah, l'effet était relativement limité parce qu'en fait l'héroïne, rien que l'héroïne déjà, avait une affinité très très bonne pour ses récepteurs, donc c'était compliqué à la déloger une fois qu'elle était dedans, et du coup l'overdose continuait. Et puis en plus, l'autre truc qui pouvait se passer, c'est que, enfin le truc qui s'est passé même, c'est que bah, maintenant on a des opioïdes de synthèse qui sont ultra 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 puissants, à poids égal qui peut être 1000 fois plus puissant que la morphine. Et bah, ça c'est vachement problématique du coup parce que ils ont une affinité tellement forte que c'est indélogeable. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a développé justement la naloxone qui en fait est déjà ultra puissante aussi en termes de dosage. Donc qui a une excellente affinité pour ces récepteurs, et qui en plus, pour réduire rapidement les effets, est même capable d'inverser justement ce potentiel et en fait de sortir toute la charge qui est accumulée dans les neurones, pour simplifier, et du coup qui va inverser cette polarité-là, donc cette différence de charge. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir des rémissions d'overdose de PC qui de base étaient clairement mortelles, de façon assez efficace quand même. Alors bon, il y a quand même quelques problèmes, parce que comme je disais, genre l'efficacité est très très bonne. Le problème principal, c'est juste que l'effet il est court, assez court même. Et du coup, il se peut que justement, en fait, la molécule de naloxone sorte du récepteur alors qu'il y a encore de l'héroïne ou d'autres opioïdes qui sont encore dans le cerveau et dans la fente synaptique, qui vont du coup choper sa place et refaire une overdose après. Et ça c'est un petit peu problématique, c'est pour ça que là actuellement il y a de la recherche en termes de dérivés qui durent plus longtemps et du coup qui fera en sorte qu'il n'y a pas besoin d'avoir une surveillance accrue pendant plusieurs heures, voilà. Et l'autre effet un petit peu dégueulasse aussi, enfin un peu problématique de la naloxone, c'est qu'en fait en créant cette inversion de potentiel, les gens qui vont sortir d'une overdose vont être en manque.
mais en sale manque. Genre le genre de manque qu'ils ont jamais vu parce que normalement, ils ont toujours un minimum de potentiel, même s'ils arrêtent de prendre des produits, hein, mais leur système nerveux normal produit des petites quantités d'endorphines, donc des sortes de morphine produites dans le cerveau. Mais là, en l'occurrence, bah, c'est que déjà, ils n'ont pas ça. Et en plus, bah, même le potentiel qui normalement était produit va être dégagé. Et du coup, ça fait des manques assez énervés, franchement. Et c'est problématique parce que du coup, les consommateurs risquent justement d'aller rechercher en fait de l'héroïne ou un autre opioïde et puis du coup de se refaire une overdose juste après. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'actuellement il y a encore du travail dessus, mais c'est déjà une molécule qui a pu sauver pas mal de vies et puis qui a vraiment un mécanisme d'action ultra particulier. Ouais, juste pour finir du coup sur les agonistes et antagonistes, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ils réduisent pas la quantité de neurotransmetteurs disponibles. Ça c'est assez cool parce que ça permet entre guillemets de préserver justement les neurotransmetteurs. Et puis du coup ça évite de justement en dégrader ou bien de modifier en fait leur mécanisme, leur cycle de vie en fait entre justement la synapse et puis la fente synaptique et le neurone, justement le neurone présynaptique. Donc en fait, ça va permettre justement de préserver ça et c'est globalement assez cool et c'est pour ça qu'on essaye de les utiliser si possible un maximum. Ça veut pas dire qu'ils créent pas de tolérance, attention, mais ça veut dire que justement ils vont normalement moins endommager les cellules que certains types de mécanismes d'action qui sont un peu plus, voire carrément plus toxiques. Voilà, si vous avez des petites questions sur les agonistes antagonistes, n'hésitez pas parce que c'est des concepts assez importants. J'ai une question sur l'alcool. Ouais. Est-ce que c'est dû au fait que la molécule soit beaucoup plus simple, entre guillemets, qu'elle peut avoir autant de mécanismes d'action différents? Yes, c'est clairement ça. En gros, vu que c'est une toute petite molécule, elle est capable de s'infiltrer dans énormément de récepteurs. Et généralement, pour la plupart des récepteurs, on essaie de faire une formule chimique, en fait, une molécule chimique qui est suffisamment complète et sélective, justement. Donc on va la faire volontairement grosse pour qu'elle puisse se fixer uniquement dans un certain type de récepteur. C'est comme un mécanisme que les serrures, quoi. Et du coup, le problème, c'est que l'alcool, ben, c'est un petit peu comme un kit de serrurier pour décoincer un peu toutes les serrures. C'est un truc super fin qui peut se glisser partout et du coup qui peut activer à peu près tout et n'importe quoi. Et avec plus ou moins d'efficacité, hein, parce que voilà, il va pas non plus, il est pas non plus capable de créer en fait des effets ultra puissants au niveau de tout, à des doses standards. Ça sera quand même principalement axé sur le GABA. Mais quand même, il est capable en fait justement d'avoir ces effets d'interaction. Et du coup, quand on vient mélanger des produits avec, en plus, qui là peuvent le potentialiser sur certains trucs, c'est une sacrée galère. Mais effectivement, c'est dû à sa petite taille, du fait qu'il puisse se faufiler partout. Et du coup, ouais, ça fait penser à pas mal de toxines d'ailleurs qui sont produites comme ça, qui sont capables d'affecter énormément de récepteurs. En l'occurrence, oui, l'alcool est une forme de toxine. euh, Juste dont on peut plus ou moins réguler le dosage et du coup avoir quelques effets récréatifs avec. Mais personnellement, ouais, je vois l'alcool comme une toxine en soi. Comme la plupart des drogues d'ailleurs. Mais voilà. Du coup, voilà. Merci pour la question. Ouais. Éventuellement, euh, si l'alcool parfois rend euphorique, Ouais. est-ce que c'est toujours un dépresseur? Enfin, qu'est-ce qui le classe comme dépresseur, vu qu'il est aussi polyvalent? Enfin, pas polyvalent, mais qu'il agit sur plein de trucs. Ouais, alors au niveau de... Bah, ça c'est un truc ultra complexe en fait. Là, c'est un monstre débat le fait de la catégorisation des effets. La catégorisation par effet. Personnellement, je suis à la fois un partisan, à la fois un adversaire de ce genre de catégorisation. Enfin, vous avez pu voir sur le Discord que effectivement je l'ai fait comme ça, par des soucis de simplicité. Ce que j'aimerais faire en théorie, ce qui serait idéal en fait, c'est de juste éviter de classifier ou alors vraiment faire des classifications les plus fines possibles pour éviter les généralités, mais il n'y a pas forcément moyen et puis j'ai pas non plus envie d'avoir 50 channels Discord avec tous les différents types de mécanismes pharmacologiques qui existent quoi. En plus après faut les classer par récepteur donc voilà. Mais du coup ouais, d'un point de vue des dépresseurs, bah, globalement en tout cas en pharmacologie on va définir les dépresseurs généralement par leur activité parasympathique ou bien leur activité qui ressemble à une activité parasympathique, on va dire parasympathomimétique. Donc en fait, c'est des effets qui vont être proches justement du système nerveux parasympathique, c'est-à-dire généralement bah, du coup plus une sédation, un ralentissement du rythme cardiaque, euh, une vasodilatation de la surface de la peau.
au niveau des capillaires. Enfin, des effets comme ça qui sont assez classifiables, voilà, et puis du coup, on peut les associer à certains produits qui vont faire des effets relativement similaires au mécanisme, justement, au système nerveux qui est parasympathique. Après, dans la pratique, effectivement, c'est ultra débattable. Et il y a des effets mixtes en plus sur plein de produits qui des fois ont des caractéristiques de trucs parasympathiques mais qui ont un effet sympathique. Et du coup on sait plus comment les classer. Enfin bon bref, c'est l'éternel problème en fait de toutes les classifications de produits. C'est que on n'a pas vraiment de... Enfin c'est dur de mettre les limites et puis de faire les choses clairement. Globalement il est considéré comme dépresseur puis c'est pas exclu du tout pour moi qu'il y ait des dépresseurs qui soient euphoriques. Bah voilà, je pense qu'un addict à l'héroïne va vous le dire quoi. Mais, euh, mais du coup, ouais, effectivement, je le considère quand même comme dépresseur parce qu'il a un effet plutôt calmant. Et puis, du coup, oui, il y a pas mal de concordance entre le système nerveux parasympathique et puis les effets de l'alcool. Voilà. Le lithium aussi, il touche un peu à tout parce qu'on peut le mélanger avec rien du tout, le lithium, je crois. Ouais, c'est ça. Le lithium, un peu Ouais. pareil, c'est une toute minuscule molécule qui est capable de se filer dans énormément de trucs. Et du coup, je suis clairement pas spécialiste en termes de pharmacologie du lithium. Je me suis vite fait pencher sur la question, mais j'ai pas énormément creusé, j'avoue. Mais je sais qu'il agit à la fois comme un agoniste et à la fois comme un agoniste allostérique. Donc il va avoir pas mal d'effets, effectivement, sur pas mal de trucs, y compris sur les récepteurs à dopamine et à sérotonine, un peu comme les neuroleptiques, mais avec beaucoup d'autres effets en plus. Et aussi, il affecte beaucoup plus tout le corps, en fait, plein de fonctionnalités au niveau du corps, et puis du coup, ça peut créer des effets secondaires relativement importants. Ouais. Voilà. Je peux pas filer énormément plus de détails au risque de dire des conneries, mais oui. Désolé. Ah, Du coup, j'avais une question sur comment est-ce qu'on pourrait expliquer le fait que on parle que des gens ont l'alcool heureux ou l'alcool triste pharmacologiquement, si on peut l'expliquer. alors, on peut l'expliquer, ça devient un peu technique, mais on peut. Jusqu'à un certain point. Parce que voilà, le problème actuellement, c'est que bah, les neurosciences sont relativement à leur début. Et que du coup, c'est pas toujours facile de joindre le bout entre les neurosciences et l'aspect plus psychologique ou psychiatrique. Mais en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, ces récepteurs-là, comme on va le voir par la suite, ils vont être en fait, produits par l'ADN en fait. C'est comme ça que sont produites les protéines, parce qu'il s'agit en fait de protéines, ces récepteurs. Et puis ces protéines-là, du coup, peuvent être modifiées, avoir différentes formes en fait, selon la génétique de la personne, selon son code génétique, ce que contiennent en fait l'ADN dans ses neurones, qui est normalement, je l'espère, hein, à part en cas de cancer, le même que dans le reste de son corps. Et du coup, ouais, ces modifications de récepteurs peuvent en fait produire des variations entre les individus assez importantes d'effets. Et ça explique notamment, alors bon, c'est pas exactement le cas de l'alcool triste ou de l'alcool heureux, mais ça explique notamment d'un point de vue des TDAH, donc les gens qui ont trop d'attention avec de l'hyperactivité, qui vont avoir en fait des effets plutôt sédatifs en prenant des stimulants, bah, typiquement la ritaline ou l'amphétamine, qui ont en effet, du coup, où ils sont particulièrement calmes et tout, et ça s'explique notamment par une mutation régulière. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, on a vu que ça arrivait souvent. Une mutation régulière, justement, du neurotransmetteur à dopamine. Et du coup, ça modifie en fait l'effet de certains produits qui se fixent dessus. Et des fois, même, justement, les neurotransmetteurs standards, quoi. Donc ça peut être assez problématique parce que voilà, là on voit, faut pas oublier qu'on voit vraiment des cas assez théoriques. Dans la pratique, vu les variabilités entre les personnes et leur code génétique, donc ça veut dire leur transporteur, leur récepteur, même la taille de leurs synapses, leurs enzymes qui vont être ultra différentes. Il y a énormément de variabilité entre les individus et puis du coup voilà. Donc on n'est pas 100% capable de l'expliquer, on a actuellement des pistes. Mais je pense que le phénomène est genre clairement multifactoriel et du coup c'est pas quelque chose d'ultra simplement explicable. En tout cas voilà, c'est cette théorie de justement, enfin cette théorie, c'est même pas de la théorie, c'est de la pratique, hein. On a pu observer d'un point de vue en tout cas moi je me suis plus du coup de commenter sur le problème de troubles d'attention avec hyperactivité et effectivement on arrive vraiment à avoir des différences structurelles d'un point de vue des récepteurs qui fait que les effets sont différents. Voilà, j'espère que ça répond.
Yes. Bah, du coup, on peut avancer. Au niveau du rythme et tout, s'il y en a qui veulent me faire des feedbacks, est-ce que ça va trop vite, trop lentement, vous comprenez rien, vous êtes perdu, ça va. Moi, ça me paraît très bien. Il y a juste un moment où tu as dit que plus le chiffre était petit, Ouais, plus c'était puissant. J'ai oublié de yes, quoi tu parlais. ça marche. Alors ça, c'est par rapport aux agonistes. Je vous avais dit justement qu'en fait, il y a deux particularités, enfin deux caractéristiques généralement d'un agoniste. Il y en a en vrai beaucoup plus, mais pour simplifier, il y en a deux qui sont importantes. Il y a l'affinité, donc qui va définir justement à quel point l'agoniste va réussir à se fixer sur le récepteur. Donc ça va être sur sa période de fixation, donc affinité, parce qu'il a une affinité ou pas pour le récepteur. Et l'autre caractéristique, ça va être sa possibilité d'activation du coup de ce récepteur. Parce que si on prenait juste en compte l'affinité, on pourrait même pas différencier un antagoniste d'un agoniste. Parce que les deux peuvent avoir des affinités qui seront similaires, mais en fait qui auront du coup un effet. Enfin, il y en a un qui va bloquer et l'autre qui va pas bloquer. Donc on a besoin en tout cas au minimum, après on peut aller beaucoup plus loin, mais au minimum justement de ces deux paramètres qui sont l'affinité et l'efficacité. Et du coup, l'affinité, on la calcule, enfin l'affinité est généralement donnée via un 4D. Qui a une constante de dissociation. Et bah, comme le nom l'indique, c'est en fait la facilité avec laquelle la molécule va se dissocier du récepteur, donc sortir en fait du récepteur. Et du coup, ben, logiquement, plus cette valeur va être basse, donc plus la constante de dissociation est basse, plus ça va être difficile pour la molécule de se séparer du récepteur, et du coup, plus elle a d'affinité pour le récepteur. C'est un peu bizarre justement, c'est un petit peu à l'envers, mais on a décidé de faire comme ça parce que sinon ça causait d'autres problèmes d'un point de vue des équations biochimiques. Donc on a juste décidé de passer en fait via le 4D qui permet au moins d'avoir une relation linéaire en fait. Mais du coup oui, elle est inversée. Et pour l'efficacité du coup EC50 généralement, en fait le C50 c'est justement à quel point en fait on va réussir à créer une réponse dans le neurone postsynaptique grâce à la fixation d'un agoniste. Pour un antagoniste, cette réponse elle est normalement de 0. Après, dans la pratique, elle est jamais tout à fait égale à 0. Il se peut qu'il y ait un tout petit effet, mais en tout cas, il doit être inférieur à un neurotransmetteur pour être considéré comme un antagoniste, là, du point de vue de l'EC50, donc de l'efficacité. Et puis, cette efficacité-là, EC50, en fait, ça va être la concentration moyenne pour obtenir un effet qui va être défini normalement. Donc, il y a des standards. Et du coup, logiquement, là aussi, pareil. Plus la concentration va être basse, donc moins on a besoin de principe actif pour activer un effet, plus le principe actif est puissant. Et du coup, là, c'est exactement la même chose. Du coup, on a aussi une inversion de ces valeurs. Et du coup, le C50, en fait, plus elle est basse, et plus le produit est efficace. Et du coup, dans les deux cas, que ce soit pour l'affinité ou pour l'efficacité, à chaque fois, plus les valeurs sont basses. Si jamais vous tombez sur des tableaux, vous pouvez même en trouver sur Wikipédia ou comme ça, qui comparent en fait l'affinité et l'efficacité pour différents types de récepteurs pour une certaine molécule. Pour le LSD par exemple, entre différents types de récepteurs à sérotonine. En fait, a priori justement, on se dit là les chiffres ils sont vachement hauts, ça a l'air super efficace. Et des fois des graphiques justement où il y a en colonne où il y a des grosses colonnes et on est là c'est que ça doit vachement bien marcher dessus. En fait non, c'est clairement l'inverse. C'est plus en fait les chiffres sont petits et plus la molécule va être active et va se fixer facilement sur le récepteur. Du coup voilà, pour clore la parenthèse. Après voilà, ça c'est plus des détails assez techniques, assez pharmacologiques. Et, voilà. C'est pas non plus le truc ultra utile pour l'usager standard, mais bon, déjà on creuse un peu plus loin, donc ça peut en valoir la peine. Et juste concrètement, pourquoi les benzodiazépines vont réduire les effets de la plupart des psychédéliques? Ça, c'est. On commence à taper en vrai sur. Ouais, je peux vite expliquer, mais. En gros, je passe un peu vite fait dessus. Mais ce qui se passe, c'est que. En fait, ouais, je disais juste. En gros, pour réduire les effets des psychédéliques, il y a deux possibilités. La première possibilité, ça va être d'utiliser les benzodiazépines, et l'autre possibilité, ça va être d'utiliser un neuroleptique. Et en l'occurrence, justement, en utilisant une benzodiazépine, on va créer du coup un potentiel d'action plus fort. Donc a priori, on est là en mode, c'est pas le truc à faire, vu qu'on a déjà, par exemple, imaginons que ce soit un BAD ou LSD, du LSD qui va créer un signal. Mais en fait, c'est pas les mêmes récepteurs qui vont être touchés. Et c'est pas les mêmes neurones qui vont être touchés même. Du coup, vu que généralement un récepteur, enfin, il peut arriver dans de rares cas qu'un neurone ait plusieurs types de récepteurs.
Dans la pratique, normalement, par synapse en tout cas, il y a un type de récepteur. Il peut y en avoir deux, mais c'est rare, ça arrive. Et du coup, là, c'est des autres neurones qui sont touchés. Et ces neurones, justement, c'est quoi? C'est les neurones GABA. Et comme je dis avant, les neurones GABA sont des neurones en fait inhibiteurs. Et du coup, ils ont tendance à calmer le cerveau et à empêcher le cerveau de trop fonctionner, de surfonctionner. Et en fait, c'est grâce à en donnant en fait une benzodiazépine, on va faciliter, on va activer ces neurones calmants. Après, c'est beaucoup de logique en vrai, la neuropharmaco. C'est souvent justement des trucs, en fait, des inhibitions, d'inhibition, d'activation, et du coup, il faut s'y retrouver. Mais là, c'est encore assez simple. Justement, on va activer des neurones qui sont calmants, et du coup, ces neurones calmants vont calmer les neurones qui ont été activés par le lésé. Du coup, voilà. C'est pour ça que c'est un peu contre-intuitif, mais en l'occurrence, ça fonctionne comme ça. Et puis l'autre possibilité, du coup, plus simple et même plus radicale en l'occurrence, pourtant peut utiliser de couper un trip aux hallucinogènes, ça va être d'utiliser en fait directement un antagoniste sérotoninergique. Donc un antagoniste comme ça qui va se fixer sur les mêmes récepteurs que l'hallucinogène, mais qui va bloquer l'effet. Et du coup, là c'est simple, le signal il passe plus. Et c'est pour ça que ça arrive, et ça fonctionne d'ailleurs assez bien, d'utiliser notamment de la trazodone, qui est un antagoniste sélectif justement des récepteurs 5-HT2A, donc pile en plus ceux qui sont touchés par le LSD, la psilocybine. Après pour les phénés c'est un peu différent, mais pour le LSD et la psilocybine. Donc en fait en prenant ça il y a vraiment une coupure nette des effets hallucinogènes et généralement anxiogènes aussi, qui se produit assez rapidement en 20-30 minutes. Et du coup voilà. Donc c'est les deux possibilités pour couper un trip. Une un peu moins directe avec les benzos et puis l'autre plus directe avec un neuroleptique adapté. Il n'y a pas tous les neuroleptiques qui vont produire cet effet là, mais voilà. Donc ne filez pas des neuroleptiques à tout le monde. Oui. Donc, par exemple, ça veut dire qu'on pourrait stopper un bad au LSD avec du MXE, par exemple, vu qu'il joue aussi sur la sérotonine. Alors la MXE, C'est un antagoniste. la MXE en gros va jouer sur la sérotonine, et oui c'est un antagoniste, mais c'est un antagoniste non pas de récepteurs à sérotonine, c'est un antagoniste des retransporteurs à sérotonine. Et là il y a une grosse différence, et du coup on va la voir. Je profite pour aller à la slide d'après, pendant qu'on y est. Là on est sur le bloqueur de canaux calcique, mais si tu veux on peut directement skipper à ce qui nous intéresse dans le cadre de la MXE, qui est en fait du coup les inhibiteurs de recapture. Du coup, pour revenir un petit peu, parce qu'on a pas mal parlé des antagonistes-agonistes, parce que c'est quand même une grosse partie des drogues, mais pour les trucs un petit peu plus exotiques, en gros, là on va s'intéresser aux inhibiteurs de recapture. Donc c'est justement ces retransporteurs là qu'on a vus, qui sont capables justement de reprendre ces molécules, donc les neurotransmetteurs, à l'intérieur du neurone pour les réutiliser. On a des antagonistes de ces retransporteurs, qui sont capables de se fixer dessus et de les bloquer. Et du coup, ce qui se passe, c'est que justement, on va augmenter la concentration de neurotransmetteurs qui se trouvent dans la synapse. Et du coup, on va globalement en fait augmenter l'effet du neurotransmetteur. Donc voilà. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est que on a ce retransporteur. Là, j'ai mis une image d'un retransporteur qui fonctionne bien. Et du coup, normalement, il va prendre les neurotransmetteurs à l'extérieur, les choper, se plier en deux et puis ensuite se rouvrir. Enfin, c'est une image simplifiée. Dans la vraie vie il y a des atomes partout et c'est un peu du n'importe quoi, mais pour simplifier c'est à peu près ça. Et du coup se rouvrir en fait de l'autre côté et du coup libérer. Donc il va en fait faire de la recapture comme ça plusieurs milliers de fois par seconde pour essayer de choper des molécules et puis les refaire rentrer. Et du coup voilà, en coupant en fait cette action là, on va en fait empêcher les neurones de rentrer dedans et du coup augmenter leur concentration dans la fente synaptique et du coup augmenter la quantité disponible sur les récepteurs postsynaptiques après dans le neurone d'après, et du coup augmenter globalement l'effet de ce neurotransmetteur. Et du coup ils restent aussi beaucoup plus longtemps dans la fente synaptique et ils augmentent en concentration. Alors il y a d'autres mécanismes qui permettent de compenser un petit peu. Il n'y a pas juste les retransporteurs, il y a pas juste les retransporteurs. Il y a des mécanismes compliqués avec d'autres cellules aussi qui vont agir là-dessus. Mais principalement, ça va quand même avoir pour effet d'augmenter la concentration de neurotransmetteurs en question, parce qu'ils sont spécifiques normalement, ces neurotransmetteurs. Il y en a un pour la sérotonine par exemple, un pour la dopamine, un pour la noradrénaline, etc. qui sont différents et sélectifs. Et puis du coup, en fait, c'est quand on les bloque, du coup, oui, ça va augmenter la quantité du neurotransmetteur qui est censé être transporté par ce neurotransporteur
dans la fente synaptique et puis du coup augmenter son effet. Et du coup au niveau des drogues connues, on a les antidépresseurs. Donc les antidépresseurs, il y en a plein, mais la classe la plus connue et la plus utilisée sont les ISRS, qui veut dire du coup inhibiteurs sélectifs de la recapture à sérotonine. Et du coup qui bloquent spécialement en fait ces transporteurs à la sérotonine, ce qui a pour effet d'augmenter la sérotonine dans la fente synaptique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on a plus de sérotonine, notre humeur augmente et devient normalement meilleure, pour simplifier très rapidement. Et du coup, ça augmente justement l'âge de vivre chez les personnes déprimées. Donc voilà, mécanisme utilisé là dans un cas de plus de médecine. Au niveau de la Ritaline, de la cocaïne, globalement, c'est à peu près les mêmes systèmes. La Ritaline a justement une efficacité plus faible, mais une durée, donc une affinité plus longue, et la cocaïne, c'est l'inverse. Mais sinon, elles agissent globalement sur la même chose. Et du coup, là, ça sera plus sur la dopamine et la noradrénaline. La MXE, du coup, dont tu parlais, qui fonctionne du coup comme les antidépresseurs, mais qui en plus a un autre effet sur justement, c'est un antagoniste NMDA, là, comme on avait vu avec les autres dissociatifs, comme ici, voilà, avec la kétamine aussi et la PCP. Et du coup, les catinones aussi, donc tout ce qui est de la 3-MMC, 4-MMC, tout ça, sont des inhibiteurs de recapture et sont aussi des libérateurs, mais principalement, normalement, des inhibiteurs de recapture. La MDPV aussi, la FAPVP, pour ceux qui connaissent, sont des inhibiteurs de recapture. Donc là aussi, c'est un mécanisme intéressant pour ne pas réduire la quantité de neurotransmetteurs dans les neurones, qui est assez préservant, mais qui ne préserve pas du tout de l'apparition de tolérance non plus. J'ai fait un petit point de tolérance à la fin. Mais comme ça je vous explique un petit peu rapidement les mécanismes qui se mettent en place pour la tolérance, parce qu'on m'a déjà pas mal posé la question et du coup je pense que ça intéressera certains de voir un peu comment ça fonctionne. Et puis petit point sur les inhibiteurs de recapture, en fait les agents qui sont libérateurs, donc, comme la MDMA, sont aussi des inhibiteurs de recapture qui sont plus ou moins efficaces. En fait tous les agents libérateurs sont aussi des inhibiteurs de recapture, et du coup on va voir le pourquoi du comment. On arrive sur la partie un peu complexe, il va falloir vous accrocher, ça devrait pas être trop long, mais voilà. Donc en fait, au niveau des libérateurs... Ouais. On n'a pas skip la diapo 6 vu qu'on était passé à la 7 direct. Oui, on a pour passé la parler- 6, mais c'est pas grave. Elle est pas au niveau grave de l'ordre. Ok. Je vais revenir dessus, mais vite fait. Mais là, on est un peu sur les mêmes trucs et on continue de parler de retransporteurs, donc c'est pas mal. Alors, au niveau des libérateurs, donc là, on parle principalement de la MDMA. Il y a le tramadol aussi qui est capable de le faire, et après il y a d'autres amphétamines qui peuvent le faire aussi, clairement. Donc l'amphétamine classique, la méthamphétamine, certaines catinones qui peuvent le faire, un peu moins efficacement que les amphétamines, mais qui peuvent le faire. Et voilà, je crois qu'on a vite fait le tour, il doit en manquer, mais sur le concept, voilà. Donc les libérateurs en fait c'est des agonistes compétitifs du retransporteur. En fait, comparé aux inhibiteurs, les inhibiteurs en fait vont simplement se fixer dessus et le bloquer. Les libérateurs vont en fait utiliser ce retransporteur. Et ce qui est assez incroyable en fait au niveau de ce mécanisme, parce qu'il est un peu complexe mais incroyablement intéressant, c'est qu'en fait le neurotransmetteur, donc ça c'est un fonctionnement normal, je vais déjà vous expliquer dans un cadre normal où il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de libérateur. Du coup le neurotransmetteur il est repris, là j'ai pris l'exemple de la dopamine, donc ici en DAT ça veut dire c'est pour dopamine transporter, du coup c'est le transporteur de dopamine. Il va être du coup chopé ici, la molécule de dopamine. Elle va être transportée dans la partie du neurone ici, donc dans le cytoplasme en fait du neurone. Et depuis le cytoplasme en fait, elle va être chopée par un autre transporteur qui s'appelle le VMAT et mise dans une vésicule pour la conserver et puis la garder. Et puis comme ça, c'est quand même ça permet de la stocker en fait. Et puis ensuite, en cas de potentiel d'action, et ben ici là, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un courant, etc. Et comme je vous expliquais avant, il y aura une fusion en fait entre la vésicule et puis la membrane du neurone, et ça va du coup créer en fait une libération de neurotransmetteurs. Mais ça uniquement dans le cadre d'une activation. Et du coup, ce qui est particulier dans le cadre des libérateurs, c'est qu'en fait, ils sont capables d'utiliser le transporteur pour rentrer à l'intérieur du neurone. Donc en fait, à la place de simplement le bloquer, ils sont capables de rentrer. Ensuite, une fois qu'ils soient dans ce neurone, ils vont même réussir à modifier le fonctionnement de ce VMAT, en fait, qui est normalement une sorte de pompe pour rentrer
pour faire entrer les transporteurs pour faire entrer les neurotransmetteurs dans la vésicule, donc pour faire du stock. Et en fait, ils inversent leur fonctionnement. Donc en fait, ils sont capables de faire sortir les neurotransmetteurs de leur vésicule. Et du coup, une fois que ces neurotransmetteurs sont dans le cytoplasme et qui sont en grande quantité dans le cytoplasme, ils vont passer en fait par diffusion, parce que normalement ils sont pas censés être là. Ils vont passer par diffusion et puis réussir à se retrouver dans la fente synaptique. Donc en fait là, on a un mécanisme assez dingue en fait de réussir à complètement hacker un système qui normalement est prévu pour fonctionner dans un sens et qui en fait là est capable de fonctionner dans un sens complètement autre, quoi, de transporter un truc qui est pas du tout prévu pour être transporté là. Ensuite le machin, du coup la drogue en question va réussir à inverser le fonctionnement d'un transporteur aussi, mais vésiculaire cette fois. Et puis, dans une moindre mesure, il est même capable aussi, ça dépend, pas tous, j'ai pas expliqué avant, soit ça passe par diffusion, mais certains, les amphétamines peuvent le faire, je crois que le tramadol ne peut pas le faire, mais c'est à vérifier. Puis il n'y a pas énormément de données sur le tramadol, mais les amphétamines sont aussi capables d'inverser dans un deuxième temps, du coup, de l'intérieur, le neurotransporteur pour éjecter encore plus rapidement des neurotransmetteurs. Donc voilà, donc quand on parlait justement, vous avez probablement genre déjà entendu parler 1000 fois de justement vider les stocks de sérotonine avec la MDMA, effectivement, enfin c'est extrêmement vulgarisé, mais dans la pratique, oui c'est ça en fait, on a des stocks entre guillemets de sérotonine qui sont justement dans ces vésicules, et en fait la MDMA et les autres amphétamines, alors la MDMA va plus être capable de le faire sur la sérotonine, mais aussi sur la dopamine et la noradrénaline. Et puis l'amphétamine est capable de le faire sur la noradrénaline et la dopamine, et dans une moindre mesure du coup la sérotonine. C'est un peu inversé les ratios. Mais sur le concept c'est tout à fait la même chose. Et du coup voilà, donc on a vraiment une sorte de, effectivement un vidage de stock de ces vésicules pour réussir à les faire sortir en fait. Et après dans les détails, je peux aller dans les détails mais pas super utile, je pense que le mécanisme est déjà suffisamment sophistiqué comme ça. Voilà, donc j'ai vite fait récapituler, donc justement entrer dans le neurone présynaptique via le retransporteur, attachement sur le VMAT, donc ce petit transporteur vésiculaire ici, inversion du fonctionnement, donc on fait sortir les choses, et après on libère dans le neurone, et soit ça passe ici par diffusion, soit on est capable d'inverser encore les retransporteurs pour les faire sortir même encore plus rapidement. Là il y a une petite image du VMAT qui a été faite au microscope électronique, donc c'est un peu le truc qui a une gueule d'une mouche là. Du coup, et la vésicule autour. Et du coup, c'est une protéine qui ressemble à peu près à ça. Et puis, du coup, il y a moyen d'inverser son fonctionnement avec un libérateur. Et puis, du coup, oui, pour finir, les agents libérateurs sont aussi des inhibiteurs de recapture. Plus ou moins efficaces, normalement un peu moins efficaces, parce qu'ils vont pas bloquer, mais en fait, en utilisant ce mécanisme de rentrée, et aussi en bloquant et en faisant fonctionner dans le sens inverse, ça va empêcher ça va juste empêcher les retransporteurs de faire leur travail correctement. Donc en quelque sorte, ce sont des inhibiteurs de recapture. Ils vont agir de façon compétitive, mais clairement en fait c'est en quelque sorte des inhibiteurs de recapture aussi. Du coup voilà. Petite question sur les libérateurs, c'est un peu un truc dense. Ou bien ça va. Si tout le monde a compris, je suis un homme heureux, mais j'en doute. Du coup, s'il n'y a pas de questions en particulier, on va avancer un peu. Ouais, du coup, je vais revenir sur la slide qu'on a skippée, effectivement. Ça, c'est relativement simple à comprendre et c'est assez peu utilisé, mais il y a des drogues qui fonctionnent comme ça, qui vont bloquer les canaux calciques. Du coup, pour rappel, les canaux calciques, c'est les trucs qui permettaient d'induire, en fait, j'en avais vite fait parler, d'induire en fait la migration des vésicules dans la fente synaptique. Et du coup, en fait, ça, on peut les bloquer. Comme ça, le calcium il rentre pas. Et vu que le calcium il rentre pas, il n'y a pas de migration. Et du coup, le neurone, entre guillemets, la synapse en fait entière reste figée et ne va pas bouger. Et du coup, ça empêche certains mécanismes. Donc, ouais, on va bloquer justement ça. Et du coup, même en cas de dépolarisation, donc même en cas de courant électrique qui arrive, en fait, il va juste rien se passer. Donc, c'est une sorte de freeze entre guillemets du neurone. Y compris celui-là et puis du coup celui en dessous parce qu'il va rien se passer, donc il va pas recevoir de signal, donc voilà, ça va bloquer en fait la connexion. Et du coup c'est des effets qui seront généralement dépresseurs. Après voilà, comme si vous avez réfléchi pas mal, vous pouvez vous rendre compte que si on fait ce genre de choses de façon sélective sur des neurones qui sont dépresseurs et du coup on dépresse la dépression
ça va faire un effet activateur, mais en l'occurrence, non. On n'a pas actuellement de drogue suffisamment sélective pour le faire. Donc en fait, tous les bloqueurs de canaux calciques, justement, qui sont actifs, psychoactifs, parce qu'il y en a qui sont pas psychoactifs, qu'on a fait exprès pour qu'ils soient pas psychoactifs, et du coup ils sont utilisés dans les maladies du cœur, notamment. Et ben en fait, ils vont avoir un effet dépresseur majoritairement. Donc ouais, effectivement, ça réduit l'activation des neurones, ça les frise. Ils sont assez vite mortels en cas de surdose, parce que je vous laisse imaginer qu'en fait, le problème c'est qu'on arrive à avoir une certaine sélectivité, mais en forçant sur les doses, il n'y a plus cette sélectivité, et du coup c'est tout le système nerveux de tout le corps qui est affecté. Donc voilà, c'est assez mortel quand même. Et puis du coup, au niveau des drogues qui sont utilisées, on a la prégabaline, peut-être vous avez déjà entendu parler, Lyrica, non, un peu plus connu commercial, qui est utilisée notamment comme somnifère, comme anxiolytique, et pour les syndromes des jambes sans repos aussi, pour les gens qui ont des mouvements de jambes régulés. La gabapentine, qui est un peu l'ancêtre de la prégabaline, qui est un peu moins efficace, et un peu moins sélectif, qui fait un peu plus d'effets secondaires. L'éthanol, qui peut agir comme bloqueur de canaux calciques, mais voilà, comme je disais, c'est pas son mécanisme principal en fait d'action. Et puis il y a aussi des neurotoxines en fait qui sont capables de le faire, parce que comme je disais, vu que c'est rapidement mortel, c'est un truc qui peut être vachement intéressant à faire naturellement en fait, pour réussir à tuer en fait des trucs qui vous veulent du mal. Du coup, voilà, c'est un bon mécanisme, et du coup, il y a des neurotoxines typiquement par des araignées qui sont capables de faire ça, et des animaux marins aussi. Et on n'a pas vraiment d'antidote en fait. Genre, il n'y a pas de. Le problème avec les overdoses justement de prégabaline ou autres, c'est qu'on n'a pas vraiment d'antidote, et que je sais qu'il y a des équipes qui travaillent dessus actuellement, mais il n'y a pas moyen de faire grand chose en fait. On peut juste garder les gens, les surveiller, et éviter que justement leur cœur s'arrête tout le temps. Mais franchement, vu qu'il y a beaucoup de canaux calciques dans le cœur et qui sont ultra importants, la plupart du temps le cœur il lâche assez vite. Donc c'est voilà, faut faire attention, très attention. C'est plutôt méchant. Tac, on est à l'avant-dernière slide, c'est bien. Du coup, sur le métabolisme des neurotransmetteurs, alors ça c'est un truc dont j'ai parlé avant et que vous avez probablement déjà entendu. On parle justement des IMAO notamment, mais j'ai listé d'autres enzymes qu'on est capable de modifier aussi. Et en fait, normalement, les enzymes vont être capables de dégrader les neurotransmetteurs. Il y en a plusieurs types. Il y en a, alors la monoamine oxydase, j'en ai donné 3 là, qui sont utiles pour les psychoactifs et qu'on connaît et qu'on est capable de modifier. La plus connue, c'est la monoamine oxydase, donc MAO, qui est capable justement de toucher les monoamines, justement, donc sérotonine, dopamine et noradrénaline. Et là, c'est ce que j'ai fait, le schéma ici, c'est la MAO. Et la MAO, elle se trouve à l'intérieur des neurones. C'est un truc assez important à comprendre, que je n'ai pas su pendant longtemps. Mais elle se trouve en fait à l'intérieur des cellules, justement autour des mitochondries. Et du coup, effectivement, voilà, juste truc à savoir. Donc, faut que, en gros, si vous voulez dégrader un principe actif via la MAO, il faut que le principe actif se trouve dedans le neurone et pas à l'extérieur, quoi. La catéchométhyltransférase, donc c'est OMT. Ça qui est plutôt pour la dopamine et la noradrénaline, enfin exclusivement même pour la dopamine et la noradrénaline. On n'a pas de drogue connue qui touche la COMT actuellement, mais c'est en développement. Et ça peut être très intéressant pour des maladies comme Alzheimer par exemple, ou Parkinson aussi notamment, qui ont une grosse importance au niveau de la dopamine, une baisse de dopamine en fait, qui est très problématique. Donc ça pourrait être super intéressant d'avoir des inhibiteurs de cette enzyme-là. Et l'acetylcholinestérase, ça c'est d'un point de vue, alors il y en a dans le cerveau, et ça a des effets dans le cerveau la plupart du temps, mais on les utilise plutôt en fait comme curarisant, en fait c'est des poisons principalement, qu'on peut utiliser justement dans le cas d'anesthésie pour créer des paralysies en fait. Et du coup c'est des inhibiteurs de cette enzyme là, et du coup ça va bloquer la dégradation de l'acetylcholine, et puis du coup les muscles vont se raidir, et voilà. Et après, le muscle du poumon qui se raidit, je vous laisse imaginer qu'un diaphragme tout coincé, c'est pas top pour respirer. Donc voilà, généralement ça tue les personnes comme ça. Il n'y a pas vraiment d'effet récréatif en vrai à utiliser des inhibiteurs de l'acetylcholine. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a probablement des gens qui ont déjà essayé de se shooter au curare dans cette planète, mais normalement c'est beaucoup trop d'effets secondaires pour que ce soit intéressant à utiliser. Donc en fait, globalement, ce qui nous intéresse ici, on a la CMT qui est en cours de développement, les inhibiteurs de l'acetylcholinestérase qui sont
inutilisables en l'état parce qu'ils font beaucoup trop d'effets secondaires. Et du coup, la seule qui nous intéresse réellement là, c'est la MAO, ammonium oxydase. Donc, au niveau justement des drogues, bah, les antidépresseurs MAO, alors ça c'est deuxième génération, donc en fait c'est des vieux trucs qu'on n'utilise pas trop, sauf dans les cas de dépression vraiment résistante, parce qu'ils ont pas mal d'effets secondaires. Au niveau du coup des plantes, il y a la rue de Syrie dans la VSK, Syrian rue, qui est capable d'avoir un effet IMAO. Et puis des toxines végétales après, bah, typiquement le curare, voilà, qui est capable aussi de faire de modifier le métabolisme des neurotransmetteurs. Et le problème c'est qu'en fait il y a beaucoup d'effets secondaires parce que c'est peu sélectif. À part pour la CMT où ça pourrait être intéressant parce que ça touche la dopamine et la noradrénaline, et encore c'est les systèmes globaux. Donc on touche pas non plus, on touche un système en particulier, mais on touche pas un point du système, comme ça peut être le cas avec des agonistes par exemple, qui peuvent vraiment toucher un truc ultra précis. Là c'est un effet assez global, et puis pour la MAO, bah oui c'est un effet positif typiquement sur l'humeur, mais il y a des effets partout dans tout le corps qui sont ultra problématiques, beaucoup d'aliments qui deviennent toxiques, parce que cette enzyme-là, elle ne sert pas juste à dégrader des neurotransmetteurs, mais aussi à détruire des toxines dans la bouffe qu'on mange. Du coup, il y a pas mal d'aliments qui peuvent devenir ultra toxiques en prenant justement des inhibiteurs de cette enzyme-là, donc des IMAO. Le fromage, du coup, qui devient toxique, la viande rouge aussi qui devient toxique, les artichauts aussi. Qui deviennent toxiques. Enfin voilà, il y a plein d'aliments comme ça qui en fait normalement sont des toxines dont on ne se rend même pas compte qu'on les ingère parce qu'ils sont détruits par des enzymes, mais quand on bloque cette enzyme là, et ben du coup on se rend compte que ouais effectivement elle est pas inutile quoi. Donc voilà, globalement tous ces trucs là vont être des trucs qui sont assez peu sélectifs et assez peu intéressants à utiliser d'un point de vue en tout cas médical, voire même récréatif, et du coup ben c'est un peu pas terrible quoi. Pour venir vite fait au niveau des syndromes sérotoninergiques, bon, ça fait déjà entendu, très probablement, entendu parler des syndromes sérotoninergiques. En fait, généralement, ils arrivent. Alors, je vais vous expliquer, démonter un mythe. On va commencer par démonter un mythe, c'est pas mal. Ce qui se passe en fait dans un syndrome sérotoninergique, c'est c'est défini en fait tout simplement par une trop grande concentration de sérotonine dans les synapses. Et du coup, une suractivation de sérotonine ou d'un autre composé qui est capable en fait de suractiver